chers téléspectateurs, amis d'Africa Fiesta et GLTV, Good Life TV, bonjour. J'ai le réel plaisir de vous présenter une nouvelle émission, La Découverte. La Découverte, une émission qui va vous faire découvrir des différentes personnalités dans chaque domaine de la vie. Aujourd'hui, nous commençons avec un monsieur, un politicien, un jeune politicien. Il s'agit bien de monsieur Didier Bolozi, le fils d'un grand Bolozi, le général, à l'époque du feu président Mobutu. Tout à l'heure là, il va faire son entrée et vous allez découvrir ensemble avec moi sur mon plateau, monsieur Bolozi. Comme vous avez remarqué, je l'ai accueilli devant ce si beau cadre. Il s'agit bien de M. Bolozi, Didier, qui est sur mon fauteuil ici. Monsieur Didier, on n'a plus le temps, on commence directement. Moi, je ne sais pas vous présenter. Comment souhaiteriez-vous être présenté au public? D'abord, je vous remercie de m'accueillir dans votre plateau. Je suis vraiment ravi de vous lire en quelques mots qui je suis. Je suis le président du mouvement pour la renaissance et la reconstruction du Congo. C'est un parti politique au Congo. Et je suis né au Congo, donc à Kinshasa, le 27/09/1967. Mon père, Bolozi Boudou Tanganikpa, et ma mère, Boulumboli Alphonsine. Je fais mes études d'école primaire à Kinshasa. Et ensuite, le cycle, j'ai fait ça à Genève, en Suisse donc. Donc là où j'ai continué mes études de cycle, j'ai terminé mes études à l'UNIMAI à Genève, donc à l'Université de Genève, en droit international. Voilà qui je suis. Oui, par votre présentation, certes, vous avez commencé la politique dès le bas âge et vous avez fait beaucoup d'études pour vous être armé dans votre travail que vous faites de la politique. Pourriez-vous nous faire une analyse selon vous de la politique congolaise? Bien sûr. Bien sûr, je peux vous faire une analyse. D'abord, si nous prenons le Congo aux années 60, après l'indépendance, entre 60 et 65, nous avons connu le président Kasavubu, que vous connaissez tous d'ailleurs, et nous avons eu comme Premier ministre Lumbumba. Vous savez qu'à cette époque, il y avait pas mal de troubles. Nous avons eu deux personnalités très différentes, donc d'où M. Lumbumba qui est très connu, un monsieur qui avait le souci de la RDC, donc de la République démocratique du Congo, qui a fait tout pour que nous puissions être dans la démocratie dans ces pays-là. Malheureusement, les choses se sont tournées différemment. Il a été assassiné, comme vous le savez. Et ensuite, nous avons eu des années 65 jusqu'en 1997. Donc, on a eu les 32 ans du pouvoir de M. Mobutu, donc du défunt Mobutu, que mes parents ont travaillé avec le président Mobutu. Mon père était général à cette époque. Et je peux vous certifier une chose. Dans le bilan de M. Mobutu, dans ces années-là, je prends ça un bilan à 50%. Pourquoi 50%? Parce qu'il faut reconnaître que aujourd'hui, si nous sommes unis au Congo, hommage quand même à M. Mobutu. Parce que j'attends souvent, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, certains essayent toujours de mettre la faute pour ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo. Ils essaient de mettre la faute sur M. Mobutu. Il a ses torts, il a aussi son bon côté. Il a fait des choses qui n'étaient pas correctes, il a aussi fait des choses qui étaient correctes. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple congolais est uni, si les peuples congolais vivent ensemble, il faut quand même reconnaître que c'est M. Mobutu qui a fait tout. Pour qu'un pays puisse fonctionner,
il faut que ces peuples soient unis. Sans être unis, un pays ne peut pas fonctionner. L'unification du pays. L'unification du pays. Alors, prenons d'autres exemples de tout ce qu'on a connu au Congo, du côté négatif de M. Mobutu, qui a quand même pris le pouvoir pour lui-même. Ça c'est vrai, on le reconnaît. Il a fait des choses aussi qui n'étaient pas très correctes, de s'enrichir. Ça c'est vrai, on le reconnaît. Mais il y a le côté positif aussi. Je donnerai l'exemple pour ceux qui disent toujours que M. Bolozi, le papa, parce que beaucoup essayent de voir les choses dans cet angle-là, en disant que le général était quelqu'un de très méchant, c'était un assassin, ils ont parlé de beaucoup de choses négatives de mon père, mais la seule chose qu'ils oublient, c'est qu'à l'époque de mon père, il y avait la sécurité. Hein? On a vu Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur en France. Tout le monde a traité Sarkozy de tous les noms. Mais la France était en sécurité. Donc il faut bien des gens qui peuvent mettre la sécurité dans un pays pour le bon déroulement, pour que le peuple puisse se sentir sécurisé, bien vivre, en paix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ça c'est concernant nos parents. Donc il n'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui ont travaillé avec lui. Et puis, autre chose, je suis le fils de mon père, mais je pense que en droit, on nous apprend, on juge la personne par soi-même. On ne juge pas quelqu'un par rapport à son père ou sa mère ou son oncle ou je ne sais qui. Hein? Donc, le peuple congolais doit comprendre une chose. Le Congo, c'est un pays qui doit rester uni. Et pour que nous soyons unis, faisons attention à des choses ou à des dires qui ne sont pas très corrects. Voilà sur ce point concernant un petit peu, je voulais éclaircir un peu cette situation de mon père. Je reviens maintenant sur M. Mobutu, qui est décédé d'ailleurs. Maintenant, ça fait quand même déjà un bout de temps. Et je pense que son bilan n'était pas aussi négatif comme on veut nous faire croire. Il a eu, comme je le dis, je ne dis pas qu'il a été saint. Il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Ça, je reconnais. Il a aussi fait des choses qui étaient quand même très bien. À l'époque, on savait qu'on avait un gouverneur qui était Moulouba et qui était gouverneur à Chaba ou qui était gouverneur à l'Équateur. Je prends l'exemple de Mukamba. Mukamba, c'était un Moulouba qui était gouverneur longtemps à Mbandaka. Donc, il nous a montré comment, le peuple congolais, pouvons-nous vivre ensemble. Alors, ensuite de cela, vous savez que M. Mobutu a été chassé au pouvoir par la force armée des FDL de M. Kabila, le père. M. Kabila, le père, nous a amené des Rwandais au pays, que nous subissons d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le côté négatif que j'ai toujours dit de Mouzé Kabila. Il ne savait pas, il ne connaissait pas très bien ce qui lui attendait en devenant président de la République démocratique du Congo. Aussi, autre chose, il faut bien souligner, parce que les gens ne comprennent pas ça. Mouzé Kabila est arrivé en République démocratique du Congo, au Zaïre. Il a changé le nom du jour au lendemain. Ce qui est très étonnant, c'est que la communauté internationale a accepté, sans toutefois que nous puissions, nous, peuple congolais, se mettre ensemble pour choisir un nom ou voter par référendum. Le nom entre le Zaïre et le Congo. Donc, il nous a imposé, en fait. Il nous a imposé quelque chose qui nous a fait beaucoup de tort. Parce que pour moi, le nom République démocratique du Congo, on est un peu sous la colonisation encore, ces noms qui reviennent du Congo, donnés par des Belges. La colonisation belge. La colonisation belge, il faut oublier tout ce qui est colonisation. Et d'ailleurs, suite à cela, jusqu'à maintenant, nous avons toujours beaucoup de soucis, parce que le nom Congo, pour moi, ça doit être chassé de ces pays-là. Donc, si je comprends bien, M. Bolozi, au pouvoir aujourd'hui, du coup, vous changez le nom? Non, je laisse au peuple choisir. Je mettrai le Congo, je mettrai le Zaïre, je laisserai le peuple choisir. Parce qu'il faut donner, c'est le peuple qui nous nomme, c'est pas nous. Qui venons avec un pouvoir en disant, voilà, aujourd'hui je me nomme, je suis président de la République. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec M. Mobutu, hein, et c'est ce qui s'est passé avec M. Mouzé.
Je pense aussi qu'il y a un côté positif de M. Mouzé. Quand il a compris les intérêts du Congo, je pense pour moi aujourd'hui, il allait être un grand président. Quand il a compris, il a vu tout ce qui lui a été proposé par l'extérieur, il n'était pas d'accord. Et on voit tout de suite, quand on n'est pas d'accord avec les mêmes personnes qui continuent à nous harceler, à nous faire du mal, on voit ce qui se passe. Ouais. Alors, il a été assassiné, de nouveau, et commandité par qui? Dans notre pays, jusqu'à maintenant, cher monsieur le journaliste, nous n'avons toujours pas eu un candidat ni un président qui a été nommé par le peuple. Ouais. C'est toujours depuis les années 1960 jusqu'à maintenant, on a toujours eu des présidents désignés par d'autres personnes. Mais les élections qui s'est passées dernièrement, on a voté Kabila. Le peuple a voté Kabila. Quand nous prenons le bilan de M. Kabila, Joseph Kabila, qui est actuellement le président de la République démocratique du Congo, chers confrères, chers amis, nous avons bien vu à la télévision pas mal, beaucoup de sacs qui n'ont pas été ouverts. Je ne dis pas que M. Kabila a perdu les élections, je ne dis pas non plus que M. Kabila a gagné les élections. Pour quelle raison? Oui. Parce que pendant les élections, il s'est passé énormément de choses. Oui. Pendant les élections, il y a eu tellement de fraudes que nous pouvons qualifier des élections 2006, les élections 2011, pour moi, ce ne sont pas des élections démocratiques. Voilà. Et si je dois faire maintenant un bilan pour terminer sur votre question, oui, un dernier bilan sur le gouvernement actuel, un bilan médiocre. Ah bon? Très médiocre. Depuis M. Kabila, ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir. Quand vous dites que le bilan est médiocre, moi je peux peut-être vous contredire, parce qu'on voit bien à la télévision, partout, il y a les routes qui sont en construction, il y a les nouveaux bâtiments, il y a la réunification du pays, c'est-à-dire relier les provinces entre provinces. Et du coup, M. Bolozi, vous dites que le bilan est médiocre. Comment vous justifiez ça? Mais écoutez, chers confrères, un bilan médiocre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un peuple attend d'un président de la République? La sécurité, l'économie et en plus le développement. Dans ces trois choses que je viens de vous citer, quand nous regardons du côté économique, quelle est l'économique aujourd'hui du Congo? Pouvons-nous même dire que au Congo, nous avons même 85% seulement qui vivent correctement au Congo, le peuple. Le peuple au Congo, aujourd'hui, c'est un peuple opprimé, un peuple délogé, un peuple qui ne sait plus, qui ne connaît plus son chemin. Les Congolais ne se retrouvent pas. Un peuple qui ne sait même plus distinguer le rouge ou le noir. Pourquoi je dis ça? Ces gens ont faim tous les jours. Quelqu'un qui a faim, vous lui posez la question, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Mais il ne sait pas vous répondre. Son problème est d'abord de se préoccuper de sa santé. Nous avons ces gros problèmes. On a vu ce qui s'est passé à la foire, à la Fikine, à Lemba. Comment vous pouvez dire que les routes, je pense que que ce soit les routes, que ce soit les beaux immeubles que vous en parlez, moi je pense que la première chose d'abord, c'est de ne pas laisser son peuple dormir dehors. Quand on déloge les gens, les peuples congolais pour les intérêts des Chinois,
Et après, vous venez, vous dites non, écoutez, tout va bien au Congo. Hein? Alors, on va travailler pour qui? Pour les routes ou on va travailler pour le peuple? Bon, c'est à vous de voir. On continue, M. Bolozi. Merci bien pour l'analyse que vous avez faite depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui 2014. Vraiment, ça montre que vous avez la maîtrise de votre pays, le Congo, la RDC, l'ancien Nord, les Zaïre. Mais Didier Bolozi, fils d'un homme, comme j'avais dit au début, le général Bolozi, du régime du feu Mobutu, que j'ai salué en passant le général, mes salutations. Craignez-vous pas d'emboîter les pas de vos pères qui ont dirigé le Congo à l'époque du Zaïre? Si vous ne risquez pas, quel est des si spécial que M. Bolozi va apporter au Congo? D'abord, il faut savoir une chose, cher ami. S'il y a des personnes qui sont bien placées aujourd'hui dans ces pays pour gérer ces pays, c'est bien nous les autres. Parce que nous connaissons les bilans positifs et négatifs de nos parents. Et il ne faut pas oublier une chose, surtout dans mon cas, je connais le problème du Congo et je sais où trouver les solutions. Ah bon? Et quand je dis je sais où trouver les solutions, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Europe, j'ai vu comment les Européens travaillent, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu comment les Américains travaillent, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, j'ai vu les erreurs des autres pays africains. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui peuvent arranger ces pays, il ne faut pas oublier une chose. Il y a énormément de Congolais de la diaspora qui sont tellement intelligents, qui veulent que travailler dans ces pays-là, qu'on ne leur donne pas la chance de travailler. Il ne faut pas oublier qu'il y en a énormément qui sont ici, en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, partout ailleurs, qui ne demandent que de travailler. Parce que nos parents, les erreurs qu'ils ont commises, vous pensez vraiment qu'on va commettre les mêmes erreurs? Je ne pense pas. Parce que notre souci à nous aujourd'hui, après l'expérience que nous avons vécue avec l'extérieur, nous voulons que notre pays aille de l'avant. Nous voulons que le peuple congolais reste uni. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, monsieur le journaliste, il faut comprendre que nous sommes arrivés, nous sommes le seul et l'unique pays où des choses qui se passent en République démocratique du Congo, si vous expliquez à quelqu'un qui ne connaît pas ce pays, il va vous prendre pour un malade. À ne pas oublier une chose, la MONUC, donc des Nations Unies, ça fait 14 ans ces militaires sont au Congo. On a accusé les militaires congolais d'avoir violé les femmes congolaises. On a accusé les militaires congolais d'avoir assassiné les Congolais. Mais c'est une chose qui n'est pas vraie. Ça fait 14 ans que ces gens, les militaires des Nations Unies, sont au Congo. Mais la guerre et ça fait 14 ans que ces gens sont venus au Congo, ils n'ont pas leurs femmes. Qui est cet homme qui va rester 14 ans, un jeune, 14 ans, sans femme, et vous allez demander que, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est eux, les violeurs. Ah bon? Ils ont violé les femmes congolaises. Mais ça, au niveau international, ils veulent pas. Si vous dites, ils vous disent, chut, il faut se taire. Nous ne pouvons plus nous taire. L'heure n'est plus à se taire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est une des choses. Une des plus graves choses aujourd'hui au Congo. Où est la place du Congolais dans ces pays-là? Est-ce que le Congolais a encore un pays? La question que chaque Congolais doit se poser aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que nous avons encore un pays? Nous sommes occupés à nous maltraiter sur des futilités, des accusations inutiles, des choses qui ne tiennent pas la route au moment où les vraies choses sont en train de se faire ailleurs. Voilà un peu ce que moi je pense. Monsieur Didier, on va développer dans les prochaines émissions. Ce n'est pas la dernière fois que vous êtes invité ici. Certainement, on va avoir les occasions de développer les autres sujets. Monsieur Didier, quel regard portez-vous sur la diaspora congolaise? Écoutez, il y a, comme on dit partout, il y a du bon et du mauvais partout. Oui. Okay? La diaspora aujourd'hui, moi personnellement, je conseillerais
chaque Congolais vivant à l'extérieur du Congo de retourner au Congo. Le Congo a besoin de son diaspora. Ce pays, la République démocratique du Congo, ne pourra jamais fonctionner sans le diaspora. Tout comme ceux qui sont sur place ne pourront pas aboutir à quelque chose sans l'aide de leurs frères. Les uns et les autres, nous en avons besoin entre nous pour le meilleur développement de notre pays. Monsieur de Bolozi, quittons un peu le Congo, parlons un peu de l'Afrique en général. Récemment, il y a eu une grande révolution au Burkinabé. Les années passées, il y a eu la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Selon vous, en tant qu'homme politique, quelle image ou quelle analyse pourriez-vous faire quand vous voyez toutes ces révolutions? Est-ce que ça aura aussi l'impact en Afrique centrale? Écoutez, je ne peux que féliciter le Nord, l'Afrique du Nord, je peux que le féliciter parce que je pense que c'était un début d'une vraie démocratie, c'est le début d'un vrai développement, c'est le début d'une naissance d'un enfant, comme on dit. Je félicite ces pays-là, pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris en laissant les dictateurs diriger leur pays. C'est toujours des accords, on va dire, absurdes, des accords de nuit, comme on dit, que le peuple ne comprend pas, ne voit pas. Comment voulez-vous expliquer que dans un pays où il y a autant de richesses, c'est toujours les mêmes personnes qui s'enrichissent? Et le peuple meurt toujours de faim. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le féliciter. Et j'aimerais bien que cette vague puisse continuer en Afrique centrale. Surtout en République démocratique du Congo. Je souhaiterais, et je le souhaite, que le peuple puisse se réveiller et puisse vraiment se révolter comme il faut, parce que c'est un peuple qui a été tellement opprimé. Il faut se rendre compte que le peuple congolais est opprimé depuis l'indépendance. Il ne faut pas oublier non plus, juste avant l'indépendance, à l'époque où Léopold était propriétaire de la République démocratique du Congo, il y a eu plus de milliers, de millions de personnes, de Congolais qu'on avait coupé les jambes et le main à cette époque. Donc c'était un peuple qui est toujours opprimé à tout moment, à chaque année. Il est temps de dire stop, il est temps de dire c'est fini, à nous maintenant de prendre notre pays en charge. Et le peuple congolais doit savoir une chose aussi. Ce n'est pas aux Européens, ce n'est pas aux Américains, ce n'est pas à l'étranger ou un étranger qui viendra développer le Congo ou qui viendra mettre la paix au Congo. Si nous ne faisons pas l'effort nous-mêmes, eh bien, écoutez mes chers amis, nous serons toujours dans la même situation. Et si ce n'est pas le cas et que la Constitution est revue, quel sera votre langage? Écoutez, la Constitution d'abord, ce n'est pas une chose qu'on touche comme ça dans bleu. Ce n'est pas une chose qu'on peut prendre ça à l'aléatoire, comme ça, dire aujourd'hui, nous allons toucher la Constitution du Congo parce que ces pays-là, il faut continuer de la même façon. Je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, au moment où la Constitution sera touchée, chacun de vous doit sortir de sa maison. S'il faut mourir, s'il faut se mettre dans des rues, s'il faut faire ce qu'on appelle la grande révolution qu'on n'a jamais eue dans le monde, eh bien, je suis prêt à dire à mon parti politique, et je suis sûr que toute personne qui aime le Congo suivra le même chemin que moi, puisque c'est la démocratie, nous ne voulons pas toucher des armes, nous allons nous révolter pour que ceci n'arrive pas. Monsieur Didier, comme nous parlons de la Constitution, dit les élections. Parlons un peu de 2016. Êtes-vous candidat? Ou, si pas, comment pourriez-vous vous présenter en 2016 au Congo, la République démocratique du Congo? En 2016, oui. Cher ami, c'est une très bonne question, je vous en remercie, parce que tout le monde veut savoir ce que je vais faire en 2016. Voilà. Avant de parler de M. Bolozi de 2016, parlons d'abord s'il y aura les élections. Ça, c'est la première question. Oui. Aurons-nous les élections?
crédible ou pas? Est-ce que nous méritons les élections? Quel est l'avenir du Congo aujourd'hui? Avec tout ce qu'on attend, les changements de la Constitution, avec tout ce qui se passe. Est-ce que nous devons nous mettre dans le bleu, commencer à dire nous serons des candidats? Des candidats pour quel pays? Pour le Congo? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi personnellement, étant un homme politique congolais, étant un homme qui aime son peuple, je ne veux pas me présenter dans cet état, aujourd'hui au Congo, comme candidat. Alors là, vous allez permettre au régime actuel de continuer son mandat, parce que d'après eux, ils n'ont pas terminé leur cahier des charges, ils souhaitent continuer en 2016, et s'il n'y aura personne pour présenter, comme vous le dites, alors le régime va continuer. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Si ça continue, il faut se révolter. Nous ne voulons plus de ce monde des gens qui veulent changer la Constitution. Je vous ai dit tout à l'heure, le gouvernement actuel, un gouvernement c'est qui? On a un chef avec son assemblée. Quand on juge M. Mobutu, c'est ce que j'ai toujours dit, il y a une erreur qui est causée vraiment par certains, il ne faut pas seulement juger M. Mobutu, il faut juger tout l'ensemble. Aujourd'hui, le gouvernement actuel a échoué. C'est un échec. Par rapport à quoi? C'est un échec en tout. Vous avez déjà vu dans un pays où on tue ton peuple, on n'a jamais vu quelqu'un de gouvernement passer à la télévision dire « Oui, nous regrettons, voilà ce qui s'est passé, on a tué nos confrères, nous faisons un deuil national ». Ça fait plus de 8 millions de Congolais qui ont été assassinés et aucun chef du gouvernement qui est sorti pour dire « Voilà, on a connu ça, on a connu ça, on a connu ça ». Personne n'est sorti pour défendre les Congolais. Car quand on vous met chef quelque part, c'est pourquoi? Quand le peuple vote un député, c'est pour que ce député puisse défendre ses intérêts au Parlement. Quand on vote un chef, c'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse défendre toute une nation. Mais cette nation qui est opprimée tout le temps, pouvez-vous me dire aujourd'hui que nous allons nous mettre ensemble pour aller encore au niveau des élections? Alors là, quelle est votre position alors? Ma position, vous le saurez au moment où les choses seront changées. Et je vous le dirai. Donc si je comprends bien, M. Bolozi attend que les autres changent d'abord le Congo, et puis lui, il se positionne, ou M. Bolozi veut être aussi parmi les acteurs pour changer le pays? Je serai acteur parmi le changement. Mais d'après votre intervention, c'est comme si vous attendez que, par exemple, je n'attends rien. Moi, M. Bolon-Petit, arranger les choses, et puis vous venez. M. Bolon-Petit, oui. Ce n'est pas le cas. J'ai dit tout à l'heure, je dirais à mon parti de participer, s'il est faux, à la révolution. Ça veut dire que je participe pour le changement. D'abord, il faut se battre. Vous savez, il faut faire attention sur une chose. Il ne faut pas vendre certaines choses qu'on n'en a pas. On n'a rien. Par là, vous voulez Ce dire que quoi? je veux dire tout simplement, avant de parler des élections, il faut d'abord voir les vrais problèmes à la base. Mais M. Bolozi, vous ne trouvez pas que là, le Congo va être toujours reculé parce qu'on a déjà eu 2 élections, soi-disant, entre guillemets, la triche ou pas, il y a eu quand même les élections que tout le monde, au monde entier ont vu, il y a eu quand même les élections. À 2 reprises, M. Kabila a pris le pouvoir, président de la République, oui, certes, tricherie ou pas, mais au moins il y a eu tricherie, au moins il y a eu élection. Donc, est-ce qu'on va continuer dans cette allure des élections ou vous voulez la révolution comme dans d'autres pays? Écoutez, moi, tout ce que je demande aujourd'hui à tous les dirigeants, à tous les partis politiques, à tous les hommes forts de ces pays-là, de s'opposer. Parce que dans tous les pays, on voit en France... S'opposer aux élections, comment? Attendez, laissez-moi finir. On voit en France, Hollande est opposé à UNP à tout moment. Mais quel est ce pays où il y a toujours un seul dirigeant qui gère tout, qui fait tout, donc c'est lui le père, la mère et les enfants. Mais ce mandat prend fin, donc... Justement, justement, c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Réellement, ce mandat prendra fin, puisque nous avons vu à tout moment... D'ailleurs, quand vous regardez même toutes ces élections, c'est là, je veux revenir un peu en arrière, quand je parlais de président élu
en Afrique n'ont jamais eu la place. Monsieur Jean-Pierre Bemba, qui est l'homme qui avait été élu, normalement voté par le peuple, qu'il avait gagné les élections 2006, il faut le dire. Aujourd'hui, il se trouve où? Il se trouve à la CPI. On ne sait toujours pas à quel moment cette histoire va se terminer. Vous voyez, il faut faire très attention qui sont derrière, parce que nous avons un grand combat. Oui. Attention, nous avons un combat, et dans un combat, si nous continuons à nous battre, il ne faut pas se battre dans bleu. Il faut arranger les problèmes à la base. Et les problèmes à la base, c'est qui? Qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça alors? Qui est derrière le Congo? Qui est derrière tous ces problèmes qu'on a connus? Chers amis, ne soyons pas des idiots. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Attention qu'on n'arrive pas comme dans ces pays-là. Les interventions militaires pour les intérêts des autres, aujourd'hui la Libye s'entretue. Nous n'allons pas nous entretuer. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Voilà. Moi, je ne cherche pas une guerre avec M. Kabila ni avec le gouvernement actuel. Tout ce que je cherche aujourd'hui, c'est qu'on ait une démocratie, qu'on puisse s'entendre tous pour un développement de notre pays. Voilà. Merci Bolozi. Mettre un peu fin à toutes ces questions de messages. Je comprends bien, mais c'est Bolozi ne veut pas montrer bien sa position, mais il est prêt pour la révolution. Monsieur Bolozi, quel est votre casier judiciaire? Le vierge. Mon casier judiciaire est vierge. Je ne vois pas comment je pourrais avoir un casier judiciaire du moment que je suis là. Alors, à moins qu'on puisse me condamner parce que j'ai défendu les plus diminués. Vous êtes sûr? Et certains. Alors, selon... Que diriez-vous avec le rumeur qui circule par-ci par-là que M. Bolozi a escroqué 15 000 € à Monaco sur un projet de l'eau? Cher journaliste, je peux vous affirmer, j'ai lu comme vous, j'étais dans ma voiture, je regardais sur l'internet, j'ai lu cette histoire comme vous. Je suis allé en Suisse, j'ai lu ça comme vous avez lu. Je suis allé aux États-Unis. Partout où je suis passé, j'ai lu cette histoire comme tout le monde. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier une chose. M. Bolozi est toujours là. J'ai toujours la peau noire. Oui. Il ne s'est pas devenu blanc. Ni, je m'excuse, nos compatriotes indiens rouges. Hein? Ma peau restera toujours noire et ne changera jamais. Voilà. Mais vous n'avez pas vraiment bien répondu à la question. 15 000 €, M. Bolozi me dit qu'il est là, il a la peau noire, certes. Même si vous étiez en prison, vous aurez toujours la peau noire, parce qu'en prison, on ne change pas de peau. Je suis sorti blanc, je suis entré blanc, je sortirai blanc. Dites-nous un peu, essayez un peu de nous éclaircir. Je ne vais pas vous éclaircir sur une chose qui n'existe pas. Je ne vais pas vous éclaircir. Si je pouvais éclaircir la chose, si ça existait, oui. Mais la chose n'existe pas. Comment voulez-vous? Il y a 4 mois, j'étais avec nos compatriotes ici en Belgique. Il y a 3 mois, j'étais avec d'autres compatriotes en Suisse. Il y a 2 mois, j'ai vu les gens, des amis, on a mangé ensemble, on a rigolé. Ils m'ont même posé la même question. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut comprendre une chose aujourd'hui. Toute personne qui veut que son pays, qui veut que le Congo aille à l'avant, il est toujours combattu. Et c'est un combat, le combat a plusieurs sens. On a un combat comme on a connu à l'est du Congo, qu'on a violé nos femmes. On a un combat au niveau des internets, donc de la média. On a un combat physique. On a toutes sortes de combats. Hein? Donc, on s'est fait attaquer, et je suis sûr et certain, hein, demain ou après-demain, vous allez encore entendre une histoire à Blakatablan sur M. Bolozi. Hein? Ça, c'est inévitable, malheureusement. Donc, M. Bolozi a affirmé qu'il n'a jamais été arrêté. Il est bel et bien libre pour toujours. Donc, il n'a été jamais inquiété. Donc, l'histoire des 15 000 €, chers téléspectateurs, c'est une fausse histoire selon M. Bolozi. Mais nous allons un peu aller plus loin dans les jours à venir pour un peu essayer de faire des investigations, voir être vraiment
avoir des éclaircissements sur cette histoire. Monsieur Bolozi, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que M. Bolozi souhaiterait qu'on lui pose des questions et que moi, Patrick, je n'ai pas posé? Ben écoutez, c'est pas ce que M. Bolozi aimerait qu'on lui pose des questions, mais M. Bolozi va dire 2-3 petits mots concernant l'Afrique. L'Afrique noire aujourd'hui doit comprendre, mon souci à moi, c'est il y a 2 choses. La première chose, les Africains ne baissaient jamais le bras. À savoir que il y a des organisations internationales comme l'ONU, que chaque gouvernance dans le pays africain doit comprendre que ces organisations-là sont faites pour anéantir le pays des Afriques noires. La CPI, cette organisation, d'ailleurs, vous allez comprendre que les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI. Pourquoi que un grand pays comme les États-Unis ne reconnaît pas la CPI? Parce qu'on dit Cour pénale internationale. Donc tout le monde est censé les reconnaître. Il y a des pays qui ne veulent pas les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont là que pour opprimer les Africains. Nous avons passé de l'esclavagisme. Maintenant, ils ont transformé ça sous une autre angle, en mettant une justice complètement noire. Ouais. Une justice que personne n'a jamais compris comment ça fonctionne. Mais oui, parce qu'en Afrique, c'est là où existe la dictature. Mais mon cher ami, c'est là où existe la guerre. Vous allez dire qu'il n'y a que les dictateurs des Africains qui ont tué. Mais réfléchissez un peu. L'Irak, la Libye, tous ces pays-là, les raisons qui ont été données ici même, allons même pas plus loin, l'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On a entendu, tout le monde dans le monde entier a vu comment Israël avait attaqué la Palestine. Bon, je ne dis pas que c'était la faute d'Israël, je ne dis pas que c'était la faute de Palestine, mais il y a eu des morts. Il y a eu des milliers de morts. Mais la CPI, son travail, c'est quoi? C'est ce genre de travail. Mais pourquoi que la CPI doit faire une déclaration en disant « nous n'allons pas poursuivre certains ». Mais s'il s'agissait, on a Kunda Boitore qui est là, au Rwanda, qui a assassiné les Congolais. Il est toujours. Mais au Rwanda n'est pas signataire des chartes de la CPI. Hein. Oui, le Rwanda est à la même position avec les États-Unis. Hein. Ils ne reconnaissent pas la CPI. C'est ce qu'il faut faire aussi au Congo. C'est pour ça que je vous dis, avant de parler des élections, nous avons beaucoup de choses à changer et arranger. Chers amis africains, il faut apprendre à écouter. Nos dirigeants africains doivent apprendre à écouter. Nous sommes vraiment opprimés sur certains organismes. Je ne dis pas que les Européens sont mauvais, attention. Je ne dis pas que les Américains ou les autres sont mauvais. Je dis seulement qu'il faut faire très attention à ces 2 organismes. Voilà. Merci, monsieur Didier Bolozi, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre temps que vous nous avez donné. Merci à Touba et Aïka de Jong du GLTV, donc c'est-à-dire Good Live TV à Lingala, Bomoi, Malamu, Oezali site Kitoko. Merci à toute l'équipe d'Africa Fiesta par son magazine Le Revue, ainsi que son site idéal Africa Fiesta. Voyons l'Afrique autrement. Ensemble, nous réussirons. Merci. Au revoir au prochain numéro. Bye.